Pour ceux qui n'ont pas de micro, évidemment, hein, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions dans discussion ou dans information. Je vais essayer de voir les deux en même temps. Reprenons notre fil de notre pensée rapidement. Donc nous étions dans le grand 2, nous avions terminé le grand A mercredi. Je le rappelle rapidement que on va avoir donc des crises de l'État entre le 16e et le 17e siècle en France, notamment dans un premier temps lors de ces fameuses guerres de religion entre 1562 et 1598. Je vous avais conseillé de regarder cette vidéo d'une dizaine de minutes pour comprendre les enjeux de la guerre de religion et notamment de la Saint-Barthélemy entre les différentes parties, notamment le clan protestant et le clan catholique. Ce massacre de la Saint-Barthélemy est un haut lieu des guerres de religion en France, puisque je le rappelle, en 1572, lors des noces alliant notamment catholiques et protestants, hein, Marguerite de Valois et Henri de Navarre, futur Henri IV, va avoir lieu durant cette nuit du 24 août un massacre de l'ensemble des chefs protestants par le roi Charles IX sous donc l'autorité du roi Charles IX, mais aussi donc de sa femme, non de sa mère pardon, Catherine de Médicis. Euh, Seuls quelques-uns des chefs protestants vont pouvoir s'enfuir de ce massacre, notamment Henri IV. Donc on va avoir une guerre civile entre les protestants des ducs de Coligny et les catholiques qu'on appelle la Ligue des ducs de Guise. Les protestants dans un premier temps vont considérer le pouvoir royal comme étant tyrannique, vont contester donc l'autorité du roi, mais dans un deuxième temps, la Ligue catholique va aussi s'offenser face au pouvoir royal, puisque l'affirmation de l'État ne va pas être réussie par Henri III, puisqu'Henri III va assassiner le chef des catholiques, à savoir le duc de Guise, et cela va amener donc à une révolte de la Ligue qui va aboutir en 1589 à l'assassinat du duc d'Henri III pardon, par Jacques Clément. Ces révoltes et ces contestations vont avoir lieu aussi lors des États généraux, mais aussi lors des différentes euh, assises du Parlement de Paris, ce qui va amener aussi par des régicides d'Henri III et d'Henri IV, qui est donc le paroxysme de la violence des guerres de religion au XVIe siècle. Entre-temps, notre bon Henri IV va être le garant de la paix entre les protestants et les catholiques, puisqu'il est au départ protestant, chef protestant, se combattant face aux catholiques, va se convertir en 1593 au catholicisme, va devenir roi de France à la suite de l'assassinat de Henri III, et va promulguer en 1598 ce fameux édit de Nantes, un édit de tolérance, un édit donc de liberté de culte pour les protestants, mais qui va être rapidement refusé par le Parlement de Paris, qui va s'opposer à l'enregistrement de cet édit en 1599. Finalement, cet édit va être accepté, va être enregistré par le Parlement de Paris quelques mois plus tard, et va donc être mis en avant jusque 1685 où Louis XIV, fervent catholique, va faire ce qu'on appelle une révocation. Il va révoquer l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Cet édit de Fontainebleau qui va donc supprimer l'ensemble des acquis de l'édit de Nantes pour les protestants, va donc enlever cette liberté de culte, va convertir de force les protestants français du royaume de France, avec ce qu'on appelle donc des dragonnades, hein, l'ensemble des militaires qu'on appelle des dragons et des soldats vont aller donc dans les maisons protestantes pour convertir de force ces derniers, ou alors les tuer, tout simplement. Ce qui va amener aussi euh, le, le massacre de milliers de protestants en France, mais aussi l'exil de ces protestants après donc l'édit de Fontainebleau. On a à peu près
100 000 personnes, 100 000 protestants qui vont s'exiler entre 1685 et la fin du règne de Louis XIV. 180 000, on vous met d'ailleurs. Et dans un deuxième temps, Louis XIV va détruire l'ensemble des temples et va demander l'exil de l'ensemble des pasteurs protestants du royaume de France. Donc globalement, à partir du règne de Louis XIV et 1685, soit nous sommes catholiques, nous sommes jansénistes, soit nous sommes tués par le roi, ou alors par le pouvoir royal. Bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au grand B, et notamment donc aux problèmes liés au peuple et à la noblesse, qui vont donc aussi être des personnes qui vont s'opposer au pouvoir royal entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc petit 1, la haute noblesse conteste l'autorité royale. Alors je vais faire un rappel de ce qu'on avait vu dans le Grand 1, et notamment sous Louis XIII. On l'avait déjà vu durant la première moitié du XVIIe siècle, de nombreux grands, de nombreux nobles de la haute noblesse vont se révolter contre l'autorité grandissante de l'État, notamment donc de la mainmise de Louis XIII et de Richelieu sur d'un côté les protestants et d'un autre côté sur les grands. Ces contestations, notamment de la haute noblesse et notamment du marquis de Saint-Cloud et du marquis de Cinq-Mars, vont être des exemples de l'affirmation de l'État monarchique sous Louis XIII, puisqu'ils vont être exécutés, puisque l'État exécute les insoumis et ceux qui se révoltent, et rase aussi les châteaux des grands seigneurs, mais rase aussi les places fortes des protestants, ce qui va amener donc à une affirmation grandissante du pouvoir royal sur la noblesse, mais cette noblesse va être difficile à amadouer, va être difficile donc à contenir, notamment lors de périodes de crise du pouvoir royal. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille d'aller voir la conspiration de Montmorency, qu'on a à la fin du règne de Louis XIII. Vous tapez sur internet la conspiration de Montmorency, Montmorency qui était une grande famille noble très très importante dès le règne d'Henri II au XVIe siècle, et finalement Montmorency va terminer assez froidement et assez mal à Toulouse. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez aller un peu plus loin donc dans votre réflexion sur les révoltes de la haute noblesse sous Louis XIII, vous pouvez avoir donc cet exemple de la conspiration de Montmorency. Ici aujourd'hui on va s'intéresser aux contestations du pouvoir après Louis XIII, et notamment au début du règne de Louis XIV, dans la jeunesse de Louis XIV, puisqu'on va avoir une contestation importante du pouvoir avec ce qu'on appelle la période de la Fronde entre 1648 et 1643. Je vais revenir rapidement sur ma chronologie. N'oubliez pas cette chronologie qu'il faut essayer de retenir pour bien comprendre ce chapitre. Nous sommes ici dans la crise de l'État. Richelieu meurt en 1643. Puis on a donc cette période de Mazarin et la période de la Fronde entre 1648 et 1653. Et Mazarin qui va détenir le pouvoir jusqu'en 1661, où Louis XIII va régner personnellement, seul, sur le trône de France, à partir de cette date-là. Je m'explique au niveau de la Fronde. Qu'est-ce que c'est? À partir de 1643 et à la mort de Louis XIII, Louis XIV va donc régner. C'est le fils de Louis XIII. Problème, Louis XIV est jeune, il a alors 5 ans. On va avoir alors ce qu'on appelle une période dite de régence. Cette régence est détenue donc par le pouvoir royal est détenu par la reine-mère, la mère de Louis XIV,
Anne d'Autriche, qui va gouverner avec l'aide d'un cardinal, lui aussi, le cardinal de Mazarin. Ce cardinal de Mazarin, il est important, il est italien, il est très proche du pape, mais il est aussi très proche de Richelieu. Il va être d'ailleurs très proche du coup de la couronne française. Il est nommé d'ailleurs cardinal de Mazarin et chef du conseil et donc Premier ministre à partir de 1643 à la mort de Louis XIII, et il va gouverner sur la France jusqu'à sa mort en 1661. Donc c'est lui qui va avoir le statut donc de Premier ministre, qui va détenir le pouvoir exécutif et législatif en France, avec l'aide bien sûr d'Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV. Donc Anne d'Autriche plus Jules Mazarin égale régence du Royaume de France entre 1643 et 1661. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau des lois, le Royaume de France est depuis le Moyen Âge euh, soumis à ce qu'on appelle les lois fondamentales. Qu'est-ce que c'est que ces lois fondamentales? Je vous donne un petit rappel. Les lois fondamentales sont, dans un premier temps, liées à la primogéniture, c'est-à-dire à l'hérédité du pouvoir royal. Le roi de France est forcément le successeur le plus âgé des fils ou des descendants survivants de la branche cadette du roi défunt. Donc Louis XIII meurt, qui va avoir le pouvoir? C'est son fils. Et si Louis XIII n'avait pas eu de fils, ce qui est le cas par exemple pour Henri III, hein, Henri III meurt assassiné, il n'a pas de fils. Alors on va aller voir du côté des frères du roi, le plus proche, donc son frère cadet. Son frère cadet, s'il a un fils, c'est lui qui va gouverner. C'était le cas pour Henri IV. Et on change de dynastie, on est sur la dynastie des Bourbons. Ainsi, dès la mort du roi, son successeur est automatiquement roi, et il va avoir lieu donc la période du sacre, qui va donc avoir un caractère de religieux, hein, c'est-à-dire que le pouvoir royal est lié à la religion, au droit divin, puisque le roi est le descendant de Dieu sur terre. Deuxième élément, on parle toujours de roi de France, on ne parle jamais de reine de France, puisque on a une loi qui s'appelle la loi salique depuis Clovis, qui amène que euh, chaque monarque est forcément un roi, est forcément un homme, et les filles du roi ne gouverneront jamais la couronne. Voilà. On n'a pas ça en Angleterre, euh, mais on a ça en France. Ce ne sont que des mâles qui vont donc gouverner. Même chose, dès que le roi va être au pouvoir, il va détenir l'ensemble des terres liées au domaine royal et l'ensemble de ses biens personnels, qui sont bien distincts entre ses biens lui et les biens de la couronne. Le roi est forcément catholique, puisqu'il va être sacré à Reims par l'archevêque de Reims. Et, dernier élément très important, le roi va obtenir euh, le pouvoir personnellement qu'à partir du moment où il va être majeur. Quand est-ce que le roi devient majeur? Il est majeur à partir du moment où il a 13 ans. Voilà. Le roi de France devient majeur à l'âge de 13 ans. S'il est mineur, on a donc ce qu'on appelle une période de régence, confiée soit à la reine-mère, soit au premier prince de sang, c'est-à-dire à son frère le plus proche et à son frère le plus âgé. Alors voilà par exemple 1643, 1648, au début de la Fronde, voici la magnifique tête de Louis XIV. Louis XIV qui a alors 10 ans au début de la Fronde. Il n'a que 5 ans quand il devient enfin roi de France. Et donc, il ne gouverne pas seul, il gouverne sous l'appui de la régence, du cardinal de Mazarin et de Anne d'Autriche, sa mère. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe durant la Fronde? Pourquoi c'est un élément à un moment important?
Je vais aller très très vite sur cette période de la Fronde. C'est une période assez complexe à comprendre, mais je vous conseille vivement de regarder donc la vidéo YouTube que je vous ai mis dans le cours, qui permet vraiment de comprendre les éléments importants de la Fronde et pourquoi on va avoir une révolte, notamment du Parlement de Paris et de la haute noblesse face au pouvoir en place de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Je vous conseille vivement donc pendant ce week-end de regarder cette vidéo. Elle dure à peu près une quinzaine de minutes. Elle est très bien expliquée, donc je vous conseille donc de la regarder. Alors premier élément euh, important au niveau donc de cette révolte des grands, c'est ce qu'on a ici au niveau de l'imposition. À partir du moment où Louis XIII entre en guerre, et notamment avec la guerre de 30 ans, on va avoir euh, un emprunt important du royaume de France et de la couronne de, de France, qui va donc faire grimper en fait l'imposition euh, dans les années 1630 jusqu'aux années 1650. Et qui dit emprunt aux personnes qui ont de l'argent, et notamment, ce qui a de l'argent, la noblesse. Donc on a deux grands pics d'emprunt, donc une imposition accrue des nobles, mais aussi donc des non-nobles et des paysans, hein, liés aux impôts directs et aux impôts indirects, et aussi liés à la vente d'office. Cela va être assez mal vu à partir de 1640, de 48 ici et au début de la Fronde, de ce renouvellement d'un emprunt déjà fait quelques années auparavant par Richelieu et par Louis XIII. Ainsi, le Parlement de Paris, je rappelle que le Parlement de Paris est le Parlement le plus important de France, c'est celui qui a le droit de faire des remontrances sur les actes et les édits royaux. Ce Parlement de Paris va se révolter face au pouvoir de Mazarin et de Anne d'Autriche à partir de juin 1648. Vous aviez peut-être des questions, non? J'ai entendu... Non, j'ai dû rêver. Alors vous pouvez prendre le document 2, page 170 de votre manuel, qui va vous montrer donc quels sont les éléments de révolte de ce Parlement de Paris à partir de juin 1648. Je lis le document. En juin 1648, le Parlement de Paris entreprend de renforcer ce qu'il estime être les abus de l'État. Article 1. Les intendants de justice et toute autre commission extraordinaire non vérifiée par les cours souveraines, c'est-à-dire par l'ensemble des parlements, sont révoqués dès à présent. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les intendants et les commissions extraordinaires faites par le roi, faites par Mazarin, sans l'appui du Parlement, sont révoquées, donc sont impossibles à faire. Article 3. Ne seront faites aucune imposition et taxe qu'en vertu d'édits et de déclarations bien et dûment vérifiées par les cours souveraines auxquelles la connaissance en appartient, et l'exécution de ces édits sera réservée à ces cours. C'est-à-dire que maintenant, Mazarin ne peut plus éditer des actes royaux sans l'appui du Parlement de Paris. Si le Parlement de Paris refuse un édit, alors l'acte ou l'édit ne peut pas être officialisé. Article 6. Aucun des sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier, passé 24 heures sans être interrogé suivant les ordonnances et rendu à son juge naturel. Même chose, le roi et Mazarin ne peuvent plus condamner un prisonnier sans l'accord du Parlement de Paris. Ainsi, article 7, il ne pourra à l'avenir être fait aucune création d'office tant dans le domaine de la justice que de la finance, que par des édits vérifiés par les cours souveraines. Même chose, que fait le Parlement ici? Il renforce son pouvoir sur l'accord des offices donnés donc à certains grands nobles. Je rappelle ici, à partir de 1648, la vente d'office va considérablement baisser
euh, sous Mazarin, alors qu'elle était très très forte sous Richelieu et Louis XIII. C'est dû notamment à ce renforcement du pouvoir par le Parlement de Paris, qui essaye donc d'imposer donc son pouvoir face au cardinal de Mazarin, qui impose de plus en plus euh, le peuple, et notamment les grands. Donc dans un premier temps, on va avoir ce qu'on appelle la première période de la fronde parlementaire. Cette fronde parlementaire, vous pouvez la retrouver page 170-171 si vous voulez aller un peu plus loin aussi, puisque cette fronde parlementaire va avoir lieu aussi ce qu'on appelle des mazarinades, hein. On va contester très violemment euh, le pouvoir en place notamment de Mazarin, mais ce n'est pas que les parlements qui vont s'opposer au pouvoir. Il va aussi avoir les princes de sang, et notamment donc le Grand Condé, donc qui est un des grands princes de sang de l'époque. Il est connu notamment par ses faits militaires, par ses qualités militaires. Il va remporter de nombreuses victoires lors de la guerre de 30 ans. Et il va donc avoir une certaine notoriété vis-à-vis donc de la haute noblesse. Il fait partie donc des grands princes du royaume de France et va rapidement prendre le parti des frondeurs et va s'opposer très rapidement face à Mazarin. Mazarin va l'arrêter, va l'emprisonner au Louvre pendant 13 mois, mais sous la pression des autres princes de sang, il va donc le relâcher, et à partir de ce moment-là, vers 1650 et 1652, entre 1650 et 1652, le régent, Mazarin, Anne d'Autriche et Louis XIV vont s'enfuir de Paris pour aller à Saint-Germain-en-Laye, puis ensuite va s'enfuir du royaume de France pour retourner euh, en, dans le Saint-Empire romain germanique, en Autriche finalement, dans la famille de la reine-mère, puisqu'on va avoir une révolte des grands princes à partir de 1650 et 1651, qui essaie de faire un coup d'État finalement pour reprendre le pouvoir de Louis XIV. Cela est lié notamment aussi aux révoltes parisiennes liées à l'imposition accrue qu'on retrouve à partir de cette époque. Malheureusement, ce coup d'État et ce coup de force va échouer en 1652, puisque l'armée des princes, dirigée par Condé, vont affronter l'armée royale du roi, emmenée par le duc de Turenne en 1652 à Paris, et Condé va perdre, va se réfugier à la capitale, puis finalement va s'enfuir du royaume dès 1652, où Mazarin va revenir triomphalement à Paris, va réinstaurer son pouvoir à partir de ce moment-là, en 1653, et va rester au pouvoir jusqu'en 1661, euh, jusqu'à sa mort finalement, où à ce moment-là, on l'a vu, Louis XIV, traumatisé par cette période, va renforcer son pouvoir encore plus sur la haute noblesse pour éviter finalement euh, cette guerre civile euh, entre les différentes parties. Je vais vous lire rapidement aussi ce document 6, page 171, qui nous montre finalement quel était l'état d'esprit de la haute noblesse face au pouvoir monarchique. Présentement, il n'y a nul changement à attendre en ce royaume. Les peuples sont accablés de misère, de taille, donc c'est-à-dire d'impôts, de toutes sortes d'impositions, mais ils aiment mieux les subir plutôt que la guerre. Donc ils préfèrent être imposés très fortement plutôt que d'avoir la guerre sur leur territoire. La noblesse est tellement ruinée qu'elle n'est point capable de monter à cheval pour aucune expédition. C'est-à-dire qu'après la guerre donc des princes de sang et de l'armée du roi, les grands princes vont être ruinés. Les parlements sont tous asservis et ceux qui les composent n'oseraient parler ni rien dire contre le gouvernement. Les grandes villes n'aspirent qu'au repos et détestent tous ceux qui ont été les auteurs des derniers troubles. Le clergé est tout dépendant de la cour du favori
dès qu'il a reçu ses bénéfices, tous les gouverneurs de place sont de même attachés à la cour et au cardinal, tous les grands seigneurs se plaignent et je n'en connais pas un seul qui soit capable de rien. On voit clairement que dans Paris, on voit le repos et qu'on ne veut plus entendre aucun remuement. Cela est certain, l'État demeurera tranquille. Finalement, après cette fronde et après cette victoire de Mazarin face à ces différentes révoltes parlementaires d'un côté et de la haute noblesse de l'autre, eh bien finalement, plus personne n'ose contredire le pouvoir royal et le pouvoir du roi, et notamment de Louis XIV, qui va forcément développer son pouvoir absolu sur la haute sphère, et notamment sur la haute noblesse. Donc je vous lis rapidement la trace écrite, qui va résumer finalement cette période de la Fronde. Donc durant la minorité de Louis XIV, une guerre civile éclate, c'est la Fronde entre 1648 et 1653. À ce moment, le royaume de France est sous la régence de la reine mère Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin, nouveau Premier ministre. Cette révolte unit le Parlement de Paris, la haute noblesse, qui désire renforcer leur pouvoir, contre le gouvernement du cardinal Mazarin, ainsi que les Parisiens, excédés par les impôts de plus en plus importants du fait de la guerre de 30 ans. Lors de cet épisode de guerre civile, la famille royale menacée doit fuir Paris, et finalement Mazarin finit par l'emporter, et les Français aspirent au retour à l'ordre et à la paix civile. Traumatisé par cet événement, le jeune Louis XIV se promet alors de domestiquer la noblesse. C'est pour ça qu'on va avoir à partir de 1661, je le répète, un pouvoir beaucoup plus strict, un pouvoir dit absolu du roi, et notamment donc de Louis XIV. Bien. Ce n'est pas les seules révoltes qu'on va avoir sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV, puisqu'on va avoir aussi la naissance des révoltes populaires dans l'ensemble du XVIIIe siècle. Et on pourrait se poser cette question, est-ce que les révoltes populaires du XVIIIe siècle sont des limites au pouvoir absolu instauré par Louis XIV? Alors pour cela, on va prendre le document 6, page 185, qui va nous montrer finalement qu'à partir du règne de Louis XIV, alors on en avait évidemment depuis le Moyen-Âge de ces révoltes, mais les révoltes populaires vont s'intensifier sous Louis XIV et vont s'intensifier même à la suite durant le XVIIIe siècle. Alors ces révoltes, dès 1660, on en retrouve à peu près 1061 en 1660 de ces rébellions, 58 pour l'année 1675, 79 pour l'année 1695 et surtout 290 pour l'année 1710. Mais alors pourquoi on va avoir ces révoltes populaires dans le royaume de France sous le règne de Louis XIV? Alors évidemment, ces principales motivations, on l'avait déjà vu, c'est lié à la fiscalité. Le fait d'avoir fait une guerre de 30 ans contre les Habsbourg, en renforçant donc les emprunts face à la haute noblesse, en renforçant l'imposition de la taille, de l'impôt direct ou de la gabelle, des impôts indirects pour les populations du royaume de France, forcément, euh, l'imposition accrue amène forcément à des révoltes. C'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui des révoltes liées à l'imposition. Mais c'est pas tout, puisque le deuxième parti pris des révoltes, c'est surtout la nourriture, la population de la France. Alors la France, c'est très important à retenir. Au début du XVIIIe siècle, on a en France 15 millions de personnes. Et 15 millions de personnes à nourrir, c'est énorme. Alors évidemment, aujourd'hui, vous allez me dire, on est 66 millions, clairement, 15 millions, c'est rien du tout. À titre de comparaison, en France, à cette époque-là, on est 15 millions au début du XVIIIe siècle, vers 1705, 1710. En Angleterre, on est 5 millions. On est 3 fois moins.
il y a 3 fois plus de personnes qui habitent en France à cette époque-là qu'en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, on est à 50 millions à peu près. Donc il faut nourrir cette population. Et cette population, elle va subir grandement un élément important à partir du début du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on va voir juste après. Dans cette diaporama, donc cette diapo numéro 51, je vous donne à peu près l'ensemble des grandes révolutions et grandes rébellions finalement, pardon, euh, prenons le terme précis, ces soulèvements paysans qu'on a au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle en France. Alors si on regarde rapidement, c'est souvent donc des révoltes dans le sud-ouest de la France qui vont être les plus importantes. Si on doit en retenir quelques-unes, ce sont les révoltes des Croquants. Je vous laisserai regarder si vous voulez ce que c'est qu'une révolte des Croquants, euh, qu'on retrouve un peu partout dans le sud de la France. La révolte des Nupiers, on appelle ça les Vanupiers, donc les paysans normands. Les bonnets rouges, en 1675 aussi, connus parce qu'en fait les paysans avaient tous des bonnets rouges, et ce terme a été repris il y a quelques années par les Bretons qui s'insurgeaient face à l'augmentation des taxes, notamment de leurs autoroutes, je crois. Ou alors la révolte des Lustrus, alors celle-ci elle est très facile à retenir en 1662, elle est très rigolote, une révolte donc dans le nord de la France, liée notamment euh, au, à la pénurie alimentaire. Alors pourquoi je vous dis l'importance de 1710 et de ces 298 rébellions? Eh ben en fait, il faut voir ce document 5, page 185, puisque dans les années 1705-1710, on va avoir ce qu'on appelle un petit âge glaciaire qui va se répandre sur l'ensemble de l'Europe, et notamment en France. On va avoir une baisse subite, une baisse très rapide de la température, avec un hiver très très froid dans l'hiver 1708 notamment, ce qui va amener en fait à une récolte très très mauvaise euh, du blé et du grain, notamment dans l'ensemble du Royaume de France. C'est-à-dire qu'on va retrouver des températures allant jusqu'à -15, -20, -30 degrés par moment à cette époque-là. On est vraiment dans une période glaciaire qui va revenir et qu'on n'avait pas eu depuis des siècles sur l'Europe occidentale. Et donc, une mauvaise récolte en 1708, qui dit mauvaise récolte dit baisse de la capacité à fournir du grain et à fournir finalement de la farine pour créer du pain. Et donc on va avoir une famine qui va se créer, une disette dans un premier temps, puis une famine dans un second temps, augmentation du prix du blé, augmentation du prix du pain, alors que les populations n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ce qui va amener donc à des révoltes face à cela. Et le roi, pour essayer de contenir ces révoltes, va donc distribuer du pain à l'ensemble de la population. Alors ici, à la population parisienne, on vous montre avec une distribution au Louvre directement pour la population. Et cette rébellion et cette distribution de pain, elle va être très importante puisque c'est aussi un élément qu'on va retrouver dans les années 1780, cette disette et cette famine liée à la nourriture, elle va amener finalement à la Révolution française, et vous le verrez, alors si on a le temps, dans notre dernier chapitre d'histoire sur si je reprends bien, sur les mutations de la société d'ordre et les tensions qu'on pourrait avoir dans la société d'ordre au XVIIIe siècle, et ce qui va amener finalement la Révolution française, et vous le verrez l'année prochaine, au début de l'année prochaine, en première, puisque un élément fondamental de la Révolution française, et je vais un peu plus loin, c'est en fait cette contestation liée au prix du grain et à la nourriture qui est un peu trop élevée à cette époque-là. Bien, je vais lire donc globalement la trace écrite de notre petit 2 sur les révoltes populaires. Donc le XVIIe siècle est marqué par de nombreuses révoltes populaires appelées ce qu'on appelle des jacqueries. Ce terme de jacquerie, je m'arrête un peu sur ce terme, il désigne la grande jacquerie de 1358
qui a existé donc dans le royaume de France au XIVe siècle, mais elle désigne aussi ça désigne aussi pardon l'ensemble des révoltes qu'on va retrouver depuis le Moyen Âge, mais aussi dans l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française, de ces révoltes paysannes. Elles sont régulières depuis le Moyen Âge, hein, ces révoltes, mais elles vont surtout s'amplifier à partir du règne de Louis XIII et plus encore sous le règne de Louis XIV. Ces révoltes populaires se multiplient même à partir de 1690, avec un pic en 1709, durant le Grand Hiver, hein, ce petit âge glaciaire, qui va faire donc de nombreuses victimes au niveau de la campagne française. Et elles vont avoir comme principale cause, je vous l'ai dit, hein, les pénuries alimentaires, une crise de subsistance, liée aussi à la malversation des officiers, à la corruption hein, aussi des officiers, mais aussi à l'augmentation des impôts, toujours aussi importante, puisque c'est notre prochain point, notre grand 3 qu'on va voir, on va commencer à voir aujourd'hui. Augmentation des impôts, pourquoi? Quel était l'élément principal de l'imposition sous Louis XIII et lors de la Régence? Je vous pose la question. Pourquoi le pouvoir royal va imposer de plus en plus ses contribuables? Eh bien tout simplement parce que on va faire la guerre. La guerre, ça coûte cher. Créer une armée, ça coûte cher. Les canons, ça coûte cher. Les armes aussi. Et forcément, il faut le trouver quelque part, l'argent. Et l'argent, on le trouve soit en faisant des emprunts, soit en imposant la population. Et c'est le cas en France au XVIIe, mais aussi au XVIIIe siècle. Donc famine plus imposition importante plus malversation des officiers égale grande rébellion et grande révolte populaire euh, en France. Ce qui amène donc des contestations du pouvoir monarchique. Et même si Louis XIV a un pouvoir absolu, il se fait contester par les paysans régulièrement durant son règne. Bien. Il nous reste un petit quart d'heure. Ça tombe bien, ben on va commencer par lire donc par commencer donc ce grand 3. Comme ça, on va terminer donc le cours mercredi prochain. Si vous n'avez pas de questions sur ce grand B, je vais commencer donc le grand 3. Assuré, c'est-à-dire que tu m'entends pas forcément très très bien. Ah, ah c'est peut-être dû à à ma connexion, hein, pardon, hein, mais oui, non mais je pense que c'est surtout la mienne. Je sais que j'ai des problèmes de connexion ce matin, donc je pensais que le micro ça fonctionnait plutôt bien, mais bon, au pire, il y aura la rediffusion du cours sur YouTube. Je me dis ça. Mais j'espère que j'ai été quand même un peu compris sur ces révoltes. Après, je vais aussi un peu loin dans mes explications, hein. Je m'emporte un peu à vous expliquer ce qui se passe avec un peu plus de détails. Donc, si vous vous êtes perdu, c'est un peu normal. Je suis désolé. J'essaie d'aller moins vite. Bien sûr, on va commencer le grand 3 si vous n'avez pas d'autres remarques. Euh, Après s'être intéressé donc à l'affirmation du pouvoir monarchique à l'intérieur du royaume, après s'être intéressé aux contestations du pouvoir aussi à l'extérieur du royaume, à l'intérieur du royaume, pardon, on va s'intéresser donc à l'affirmation de l'étoile royale contre les puissances extérieures, et rien de tel pour s'affirmer
que de faire des guerres. Et ça, c'est le cas de nombreux de nos rois de France entre le XVIe et le XVIIIe siècle, puisque la guerre a toujours été un outil d'affirmation monarchique pour les différents rois. Alors, petite parenthèse, pour aller plus loin, bien sûr, je vous donne aussi encore un article à lire, hein, si vous le souhaitez. Cet article qui va vous montrer donc quels étaient, pourquoi les rois de France ont fait la guerre en Europe, pourquoi y a-t-il des guerres en Europe et quelles sont les principales guerres en Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Un article très intéressant fait donc par euh, le site futurascience.com. Évidemment, je comprends bien que vous n'ayez pas forcément le temps de tout lire, mais si vous voulez aller plus loin dans les détails, si cette période de l'époque moderne et de Louis XIV, et notamment la guerre, vous intéresse, je vous conseille vivement donc de lire tout cela. Bien, alors, pour commencer, on va s'intéresser à un retour en arrière. Je vous l'avais dit, hein, notre cours est vraiment fait de changements euh, de date et de retour en arrière constant. On va revenir au XVIe siècle, début du règne de François Ier, avec les guerres développées par François Ier et Henri II. C'est ma diapo numéro 54. Et le document ici, euh, qui est normalement le document page 162 si je ne me trompe pas, avec les guerres sous François Ier et Henri II. D'après ce document et d'après cette carte, quelle est la principale bataille connue de tous, puisque c'est la date la plus connue au niveau des batailles françaises, de François Ier, qui est à retenir de son règne? Quelle est la date, quelle est la bataille à retenir du règne de François Ier? Et oui, Célia, effectivement, alors ça, vous la connaissez tous, vous l'avez déjà entendu partout. Qui dit histoire dit Marignan. Donc Marignan 1515. Cette bataille est la seule bataille victorieuse, on va dire, de François Ier. Je rappelle que durant les règnes de la Renaissance, des rois de la Renaissance, on va avoir le royaume de France qui va être en guerre contre les États italiens. Donc on a ce qu'on appelle les guerres d'Italie, parce que la France va essayer de s'accaparer les territoires qui sont au nord de l'Italie, et notamment donc ici en 1515 avec Marignan, cette bataille que vous avez ici, avec des soldats comme des piquiers, des arquebusiers, puisque c'était le développement à cette époque-là, au début du XVIe siècle, des armes à feu, qui va prendre de plus en plus d'importance dans les guerres. Marignan, est-ce que c'est une date très importante? Bon, oui et non, puisque dans ces deux dates importantes que vous avez sur ce document, vous avez Marignan en 1515 et Pavie en 1525. Marignan, grande victoire sur les armées coalisées, donc italiennes et françaises contre les Suisses. Mais bon, est-ce que c'est vraiment très important, puisqu'à Pavie, 18 ans plus tard, François Ier se fait capturer par les troupes de Charles Quint, et ça va coûter très très cher, puisqu'on va avoir une rançon donnée au royaume de France pour pour sa libération, et à la place, il va donner donc ses fils. Bon, François Ier n'était pas forcément un très bon roi de guerre, mais il faut l'avouer, on retient très facilement Marignan et 1515 pour cette affirmation donc de l'État monarchique à l'extérieur, avec donc cette bataille. La deuxième bataille très importante et la deuxième guerre très importante à retenir, alors c'est plus forcément sous en François Ier et Henri II. Euh, Ici, on va faire un saut encore dans le temps. On va aller maintenant sous Louis XIII, puisque sous les règnes de Charles IX, d'Henri III et de François II,
ils sont en pleine guerre de religion, donc on a des guerres à l'intérieur du royaume, mais pas de guerre à l'extérieur du royaume. Pour avoir une prochaine guerre à l'extérieur du royaume, il faut s'intéresser à cette fameuse guerre de 30 ans, euh, entre 1616 et 1648. Cette guerre donc qui oppose le royaume de France, vous le voyez ici, euh, à la dynastie des Habsbourg, donc c'est-à-dire au Saint-Empire romain germanique, au royaume d'Espagne, donc aux impériaux, à l'archiduché d'Autriche, hein, euh, au royaume de Hongrie. Et donc du coup, on va avoir une guerre qui va durer 30 ans, assez complexe. Alors là, si vous regardez cette carte qui vient de l'Atlas historique de Christian Grattalou, qui est très très bien, que je vous avais déjà montré dans les cours précédents, elle est très compliquée à retenir cette carte, hein, avec différentes batailles. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est une paix assez neutre, une paix blanche, hein, conclue en 1648 par le traité de Westphalie. Ce traité de Westphalie conclu en 1648, non plus par Louis XIII, mais par euh, le règne donc de Louis XIV et du cardinal de Mazarin. Euh, je m'arrête là rapidement pour vous expliquer très rapidement cette guerre de 30 ans, hein, qui commence en 1618, pas 1616, j'ai fait une faute de frappe, donc ça ferait pas 30 ans, par la défenestration de Prague que vous avez juste ici, avec des revendications religieuses au départ et institutionnelles dans la Bohème. Puis ensuite donc on va avoir en fait une tension entre catholiques et protestants, sous couvert donc d'un conflit entre dynasties Bourbon et Habsbourg. Mais ensuite le roi le plus intéressant à retenir, le roi de guerre par excellence, ce n'est autre que Louis XIV. Louis XIV qui durant son règne personnel ne va faire non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre guerres différentes. Vous en avez trois ici, euh, avec la guerre de dévolution en 1666, 1767, 1768, la guerre de Hollande entre 1672 et 1678, la Ligue d'Augsbourg aussi entre 1688 et 1697. La première, la guerre de dévolution, euh, elle commence donc dans les Flandres, dans les Pays-Bas espagnols, et oppose donc euh, notamment donc pareil les Habsbourg au royaume de France. La guerre de Hollande oppose donc les Provinces-Unies, donc les Néerlandais, le roi d'Espagne au royaume de France, au royaume de Danemark, de Suède pardon, et au royaume d'Angleterre. Et la Ligue d'Augsbourg est une guerre entre la France et finalement presque toute l'Europe parce que il va être en conflit encore contre l'Espagne, mais aussi contre les Pays-Bas espagnols, contre l'Angleterre, contre pardon, euh, j'ai perdu, contre aussi les positions du Saint-Empire, et finalement donc Louis XIV, durant tout son règne, ne va faire que la guerre. Et si vous voyez donc des représentations de Louis XIV, vous voyez forcément Louis XIV sur son cheval, armé avec un sabre, durant une bataille. Donc là c'est la prise de Besançon en 1674, donc on est en pleine guerre de Hollande, hein, on revient ici, on est juste ici. On a aussi le passage du Rhin en 1672 euh, pour arriver donc en Hollande. Même chose, un roi de guerre avec donc de nombreuses armées. Et bien sûr, on peut aussi s'intéresser à la dernière guerre de Louis XIV qui était la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714, où, même chose, on retrouve ces batailles rangées avec des mousquetaires, avec donc l'apparition donc des armes à feu, des canons. Ici, vous avez la bataille de Denain que vous avez ici en 1712, une grande victoire française, victorieuse avec le prince Eugène de Savoie, qui va donc gagner face aux,
aux, aux troupes anglaises, si je me trompe pas, avec cette guerre opposant les Français et les Espagnols face à une coalition européenne d'Angleterre, des Provinces-Unies, du Royaume d'Autriche et de la Prusse. Finalement, Louis XIV, et je vais terminer ici, va acquérir durant tout son règne de nombreux territoires grâce à l'ensemble euh, de ces guerres, avec différents traités. Le traité de Westphalie, donc, c'est la guerre de 30 ans. Le traité des Pyrénées, c'est c'est la suite de la guerre de 30 ans, pardon. La paix de Aix-la-Chapelle, donc la guerre de dévolution. Le traité de Nimègue pour la guerre de Hollande. Le traité de Ryswick pour la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le traité d'Utrecht pour la guerre euh, de succession d'Espagne. Et finalement, donc, il va réussir à récupérer, par exemple, au traité de Pyrénées, l'ensemble euh, des Hauts-de-France, mais aussi des Pyrénées au niveau de Perpignan, donc des Pyrénées occidentales, et va accroître finalement son territoire. Si on fait un résumé de l'ensemble des guerres faites par les rois de France, entre Henri II et Louis XIV, tout ce que vous retrouvez en bleu, que ce soit du bleu clair ou du bleu foncé, sont des territoires conquis par les rois de France pour étendre leur domaine royal et étendre donc le royaume face à leurs opposants européens, puisqu'on a beaucoup de guerres européennes à ce moment-là. Et on retrouve finalement une France qu'on a plus ou moins aujourd'hui, hein, alors qu'avant on avait quelques trous, hein, dans certaines, je vais pas y arriver, certaines régions. Et c'est la même chose, on va avoir l'augmentation significative de l'effectif de l'armée entre 1662 et 1710, hein, une augmentation croissante de l'armée, passant de 60 000 hommes à 150 000 hommes en temps de paix, avec une armée qui va de plus en plus se professionnaliser au cours du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, et puis un nombre d'hommes en temps de guerre beaucoup plus important, hein, qui va tripler entre 1668 et 1710, et ce qui va amener donc finalement à des guerres totales, alors sous Louis XV, avec par exemple, hein, la guerre de 7 ans, si vous voulez donc aller un peu plus loin. Je lis la trace écrite et je vous laisse aller manger puisque dans 2 minutes cela va sonner à Burenfoss. Donc durant toute l'époque moderne, les rois de France mènent de nombreuses guerres, essentiellement contre l'Angleterre et les Habsbourg, c'est-à-dire l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. L'armée devient permanente et se modernise. Elle compte 630 000 hommes à la mort de Louis XIV et c'est alors la première d'Europe. La plupart des guerres aboutissent à des victoires françaises, et ces victoires permettent l'extension des limites du royaume. Sous Louis XIV, le territoire s'étend surtout au nord et à l'est, et un peu au sud avec le Roussillon, contribuant donc à la mise en scène de la puissance du roi, notamment lors de la célébration de ses victoires. Elle permet également de dompter la noblesse, car l'armée réorganisée par Louvois est soumise à une stricte discipline. Les terrains conquis sont protégés par de nouvelles places fortes, et ça c'est le dernier élément qu'on reverra mercredi, grâce à de l'artillerie, liée donc aux forteresses de Vauban, mais je n'en dis pas plus puisque il faut que l'on laisse aussi pour mercredi.